Dans cette maison en apparence paisible, 2 jeunes vies ont été fauchées dans des circonstances mystérieuses. L'analyse suggère que le décès des 2 enfants est compatible avec une obstruction des voies respiratoires. Sans qu'aucune cause naturelle ne soit pleinement expliquée, l'absence de cause naturelle à leur mort laisse un souvenir douloureux, celui de la plus cruelle des trahisons, perpétrée par ceux-là même qui auraient dû les protéger. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de Lexi Draper et Scarlett Vaughan. Pour l'affaire d'aujourd'hui, nous nous trouvons à Rugby, dans le comté de Warwickshire, en Angleterre, une ville surtout connue comme le berceau du sport appelé Rugby. Il s'agit d'une ville historique comptant environ 82 000 habitants, réputée pour son calme et son caractère soudé. Mais en 2018, ce sentiment de tranquillité a été brisé par une affaire qui a choqué tout le pays. Au centre de ce dossier se trouve Louise Porton, une mère de 23 ans qui vivait à Beechwood Court avec ses 2 jeunes filles, Lexi Draper, âgée de 3 ans, et Scarlett Vaughan, âgée de presque 2 ans. Louise a eu son premier enfant à l'âge de 18 ans avec Chris Draper. Peu de temps après, elle a donné naissance à sa seconde fille, Scarlett. Leur relation s'est rapidement détériorée. Louise a ensuite quitté Willenhall pour s'installer à Rugby, a entamé une nouvelle relation et a progressivement empêché Chris de voir les enfants. Chris n'a jamais rencontré Scarlett et Louise a affirmé à son nouveau partenaire qu'il était le père de l'enfant. Ce qui était faux. Cette relation a également pris fin peu de temps après. Être mère célibataire au début de la vingtaine représentait un défi constant, et Louise bénéficiait d'un soutien important de la part de sa sœur et d'autres membres de sa famille. Elle travaillait à temps partiel, réalisait des séances de photographie de mannequinat et acceptait de petits emplois pour subvenir à ses besoins. Sur les réseaux sociaux, Louise utilisait le pseudonyme Lollipop, se présentant comme une personne amicale, extravertie et ouverte à différents types de séances photos. Certaines d'entre elles avaient un ton glamour et artistique, reflétant le parcours d'une jeune femme cherchant à se définir et à trouver sa place dans le monde adulte. Un autre aspect de la vie de Louise a également suscité la controverse. En dehors de son travail de photographie à temps partiel, elle a tenté de générer des revenus supplémentaires à travers des relations personnelles nouées sur les réseaux sociaux. Selon des témoignages, elle aurait un jour déclaré à un homme qu'ils pouvaient se rencontrer dans la même pièce que celle qu'elle partageait avec ses enfants, à condition que la rencontre soit rapide et discrète. À une autre occasion, alors que les 2 enfants dormaient et se trouvaient sans surveillance, elle aurait quitté l'appartement pour rejoindre un homme et aurait eu une rencontre privée avec lui dans sa voiture. Par la suite, ces comportements ont amené l'opinion publique à se poser des questions difficiles. Louise cherchait-elle à fuir les responsabilités de la maternité? Ou était-elle simplement une jeune femme tentant de survivre sous la pression et la solitude? Mais ces débats ont rapidement été éclipsés par un événement bien plus grave. Le 2 janvier 2018, Lexi, la fille aînée de Louise, a été transportée à l'hôpital. Elle présentait des difficultés respiratoires. Et les premiers signes évoquaient une possible infection des voies respiratoires. Après 2 jours de traitement, Lexi a quitté l'hôpital et semblait se rétablir. Cependant, 2 jours plus tard, le 4 janvier, les services d'urgence ont été appelés à l'appartement situé sur Park Road. L'état de Lexi s'était soudainement aggravé. Le secouriste David Woods Thomas a déclaré par la suite qu'à son arrivée, l'enfant était allongé sur le dos, sur le lit, extrêmement faible, avec une respiration à peine perceptible. Grâce à une intervention rapide et professionnelle, l'équipe médicale est parvenue à la réanimer et à rétablir sa respiration. Après une série d'examens, les médecins ont estimé que la cause pouvait être une affection respiratoire sévère, et l'état de Lexi a été qualifié de critique. Interrogée, Louise a déclaré que sa fille avait souffert de convulsions. Un détail a particulièrement marqué le secouriste David Woods Thomas, l'attitude de Louise. Elle semblait quelque peu triste, mais ne manifestait pas le niveau de détresse que l'on observe habituellement chez une mère profondément inquiète pour son jeune enfant. Sa réaction émotionnelle paraissait détachée de la situation, ce qui l'a durablement impressionné. Les médecins ont continué de penser que Lexi souffrait d'une infection respiratoire. Elle a reçu des antibiotiques supplémentaires
Il lui a été recommandé de se reposer, et son état a progressivement commencé à s'améliorer. Après plusieurs jours de soins, l'état de Lexi s'est stabilisé, et les médecins ont estimé qu'elle pouvait quitter l'hôpital le 15 janvier 2018. Service d'ambulance, la patiente respire. Non, elle ne respire pas. Non, non, d'accord. Et de qui parlons-nous? D'une petite fille prénommée Lexi. Elle a 3 ans? Elle a 3 ans? Très bien. Donc elle est inconsciente et ne respire pas. Les secours ont déjà été dépêchés. D'accord. L'appel d'urgence a été passé par Louise Porton elle-même. Lorsque les ambulanciers sont arrivés seulement 9 minutes plus tard, ils ont pénétré dans un appartement inhabituellement silencieux. Mark Mitchell, l'un des secouristes intervenants, a rapporté par la suite que lorsqu'il a annoncé « Nous sommes là », une voix douce a répondu depuis la chambre « Ici ». Lui et son collègue se sont immédiatement dirigés vers la pièce. Lexi était allongée, immobile, et ne réagissait pas lorsque son prénom était prononcé. Louise a expliqué qu'elle venait de donner un bain à Lexi, l'avait installée sur le lit, puis avait remarqué qu'elle ne réagissait plus. Mark s'est penché pour l'examiner. Il a tenté de dégager ses voies respiratoires, mais a rapidement constaté des signes indiquant que l'enfant ne respirait plus depuis un certain temps. À cet instant, il a compris que leurs efforts avaient peu de chances de modifier l'issue. Il a néanmoins appliqué l'ensemble des procédures d'urgence, sans succès, à 0h50, le 15 janvier 2018. Lexi a été officiellement déclarée décédée. C'est Mark qui a pris cette décision. Il a doucement annoncé à Louise. « Je suis désolé, mais votre fille est décédée, et il semble que cela soit arrivé il y a quelque temps. » Louise a commencé à pleurer. Mais selon Mark, cela n'a duré que moins d'1 minute. Elle a ensuite quitté la pièce en silence, paraissant presque calme. Mark a alors transporté Lexi avec précaution dans l'ambulance et s'est rendu à l'University Hospital Coventry, Louise les accompagnant. Après le transfert de Lexi Draper à l'hôpital, le protocole relatif au décès soudain et inattendu du nourrisson et de l'enfant a été déclenché. Une autopsie médico-légale a été réalisée, impliquant plusieurs spécialistes afin de déterminer la cause de son décès. Toutefois, aucun élément probant n'orientait clairement vers une cause naturelle. Les résultats définitifs étaient encore en attente, mais des préoccupations avaient déjà commencé à émerger. Les caméras de surveillance de l'immeuble ont montré Lexi entrant dans l'appartement avec Louise et Scarlett seulement quelques heures avant l'incident. Sur les images, la fillette apparaissait heureuse, parlante et en parfaite santé. Rien ne semblait inhabituel, jusqu'à ce que tout bascule au cours de la nuit. La perte d'un enfant est une douleur que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Pourtant, ce qui a choqué de nombreuses personnes, c'est le comportement de Louise par la suite. Un jour seulement après le décès de Lexi, Louise s'est connectée à l'application de rencontre Meet.me et a accepté plus de 40 nouvelles demandes d'amis. Elle a également créé un compte sur une autre plateforme, Badoo, et a commencé à discuter avec plusieurs hommes. À l'un d'eux, Louise a écrit « Ma petite fille est décédée hier ». Lorsqu'il lui a présenté ses condoléances, elle a répondu par un message bref « Ça va ?» Ce même soir, Louise a même prévu de rencontrer un autre homme. Selon des proches, elle semblait troublante de calme, allant jusqu'à déclarer à un moment donné « Maintenant, je n'en ai plus qu'une ». Ces comportements ont conduit son entourage à se poser des questions difficiles. Comment une mère venant de subir une perte aussi dévastatrice pouvait-elle paraître aussi détachée, et ce calme dissimulait-il quelque chose que personne n'avait encore perçu? Lorsque Louise Porton s'est rendue aux pompes funèbres afin de discuter de l'organisation des obsèques de Lexi, plusieurs personnes présentes ont été déconcertées. Elle ne donnait pas l'image d'une jeune mère accablée par le chagrin après une perte dévastatrice. Au contraire, certains témoins ont déclaré par la suite que Louise souriait, plaisantait et passait même un appel vidéo avec un homme tout en évoquant les modalités des funérailles. Dans le même temps, l'enquête médicale sur le décès de Lexi était toujours en cours. Louise et sa fille cadette, Scarlett, ont été hébergées dans un hôtel situé à proximité afin de permettre aux autorités de mener leurs investigations. Ce qui aurait pu être une période de recueillement et de calme n'a toutefois pas duré longtemps. 2 jours seulement plus tard, un nouvel appel au service d'urgence a été enregistré. Et cette fois, la situation s'est révélée encore plus préoccupante.
Le 1er février 2018. Des caméras de surveillance ont filmé Louise circulant en voiture dans Rugby au cours de l'après-midi. Son véhicule a été repéré sur Bilton Road, Dunchurch Road, puis Russell Highway. Elle s'est arrêtée pour faire le plein dans une station-service avant de se rendre à Elliott's Retail Park, où elle a passé un appel téléphonique déterminant. Contrairement à la fois précédente, Louise n'a pas composé le 999, le numéro d'urgence au Royaume-Uni. Elle a appelé le 111, la ligne de conseil médical non urgente, utilisée pour des situations considérées comme ne mettant pas immédiatement la vie en danger. Elle a indiqué à l'opérateur que Scarlett, sa fille âgée de moins de 2 ans, était assise dans un siège auto à l'arrière du véhicule et ne présentait aucun signe de respiration. Lorsqu'on lui a demandé « Pouvez-vous essayer de la secouer ou de la réveiller ?» Louise a répondu « Je ne peux pas ». Elle a ensuite expliqué qu'elle avait choisi d'appeler le 111 parce qu'elle estimait que la situation ne constituait pas une urgence, bien que Scarlett ne réagisse absolument pas. Lorsque les secours sont arrivés pour prendre en charge Scarlett Vaughan, ils ont été confrontés à l'une des réalités les plus difficiles de leur métier. L'enfant ne présentait aucune réaction lors de l'examen. En un seul regard, ils ont compris que Scarlett était décédée depuis un certain temps. Un ambulancier a déclaré plus tard « Son corps était froid. Il n'y avait absolument aucune réaction. » Interrogée sur ce qui s'était passé, Louise a indiqué que Scarlett avait été diagnostiquée avec la grippe et que Lexi, la sœur aînée de l'enfant, était décédée 2 semaines plus tôt. Ces paroles sont restées suspendues dans le silence, laissant les secouristes sous le choc. 2 enfants, 2 petites filles, la même mère, toutes 2 décédées en moins de 3 semaines. Alors que certains s'attendaient à un effondrement émotionnel ou à des signes visibles de détresse. Louise n'en a montré aucun. Elle a été décrite comme calme au point de paraître détachée, s'exprimant d'une voix douce, sans le moindre tremblement. Un enquêteur a déclaré par la suite « Elle ne montrait aucune émotion, aucun signe de chagrin ou de peur. Lorsque nous lui avons demandé ce qu'elle souhaitait faire des affaires de sa fille, elle a simplement bâillé. D'un point de vue médical, il n'existait aucune explication naturelle permettant de comprendre le décès de 2 enfants en bas âge à si peu d'intervalle. Les spécialistes ont estimé qu'il ne s'agissait plus d'une coïncidence tragique, mais d'une situation nécessitant une enquête immédiate. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, la mère de Louise, Sharon, a commencé à publier des messages énigmatiques laissant entendre que sa relation avec sa fille s'était dégradée et était devenue conflictuelle. Ces publications ont conduit l'opinion publique à se poser une question plus profonde. Cette tragédie relevait-elle uniquement de la sphère familiale? Ou quelque chose de bien plus inquiétant était-il dissimulé sous la surface? Le 11 mars 2018, Sharon a publié le message suivant sur les réseaux sociaux. « Tu me manques tellement, tellement. Mais être traitée de menteuse me fait plus mal que le fait que ma propre fille m'ait frappée hier soir, m'ait fait tomber au sol, puis m'ait dit que je n'étais pas sa mère. Merci, Lou. Et après tout ce que j'ai fait depuis le décès de mes petits-enfants, en te défendant. Alors merci de m'avoir frappé. J'ai toujours été là pour toi. Je n'ai jamais dit un seul mot contre toi. Alors merci pour le coup porté à ma tête hier soir, simplement pour t'avoir défendu. Mais c'est fini. Tu as profondément blessé ta propre mère. 9 jours seulement après ces publications chargées de colère et d'émotion. Un tournant majeur est survenu. Le 20 mars 2018, la police du Warwickshire a officiellement placé Louise Porton en garde à vue, soupçonnée d'une implication dans le décès de ses 2 jeunes filles, Lexi Draper et Scarlett Vaughan. Les résultats définitifs des autopsies ont alors été rendus publics. Il a été établi que les 2 enfants étaient décédés à la suite d'une obstruction des voies respiratoires, compatible avec une asphyxie provoquée par une pression extérieure. Les médecins ont également relevé des marques plus anciennes sur leur corps, suggérant que les enfants auraient pu être soumis à une contrainte physique avant leur décès. Selon le rapport d'enquête, Scarlett présentait des signes de compression au niveau du cou ainsi que des lésions mineures des tissus mous, indiquant qu'une pression significative avait été exercée sur ses voies respiratoires. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la communauté de rugby. Beaucoup ont eu du mal à concilier l'image de la jeune mère souriante vue sur les réseaux sociaux avec la gravité des accusations désormais examinées. Les dossiers de police indiquaient que Louise avait fait l'objet d'un incident mineur à l'âge de 15 ans, lié à une perte de temps pour la police.
mais qu'elle n'avait aucun antécédent criminel sérieux. Désormais, une question simple mais profondément troublante hantait les esprits: comment une mère ordinaire avait-elle pu aller aussi loin? Lors de son interrogatoire, Louise a nié l'ensemble des accusations, affirmant qu'elle n'avait aucune explication quant au décès de ses filles. Elle a soutenu être innocente et a décrit les événements comme une succession tragique de malchance. Toutefois, à mesure que les éléments de preuve s'accumulaient, sa version des faits a commencé à perdre en crédibilité. Louise a finalement été remise en liberté pendant la poursuite de l'enquête. Mais aux yeux du public, elle n'était plus perçue comme une jeune mère endeuillée. Elle était devenue la figure centrale d'une affaire profondément troublante et encore non résolue. Après sa mise en garde à vue, Louise Porton a été remise en liberté sous caution tandis que l'enquête se poursuivait. Peu de temps après, sa mère, Sharon, s'est exprimée sur les réseaux sociaux afin de réfuter les rumeurs selon lesquelles elle saurait ce qui se passait réellement. Elle a écrit que de fausses informations circulaient et a affirmé qu'elle n'avait aucune connaissance des actes de sa fille. 8 jours plus tard seulement, le 28 mars 2018, Louise est réapparue sur les réseaux sociaux. Elle a changé sa photo de profil et ajouté la légende « Souris et garde-le pour les détracteurs ». 3 mois plus tard, en juin 2018, elle a de nouveau suscité l'indignation publique en proposant de vendre des sacs contenant les anciens vêtements de ses filles pour 20 livres sterling. Puis, 9 mois après la tragédie, elle a publié sur Facebook « Les anges de maman ont été emportés trop tôt. Vous ne serez jamais oubliés. Reposez en paix. » Malgré les dénégations répétées de Louise face à toutes les accusations, la police a continué à travailler sans relâche pour constituer son dossier. Un témoin clé s'est alors manifesté, une ancienne propriétaire à Willenhall, où Louise avait loué un appartement d'août 2016 à novembre 2017, a fait part d'observations profondément préoccupantes. Selon elle, Louise était rarement avec ses enfants et semblait peu disposée à passer du temps avec elle. Elle paraissait souvent irritée, impatiente et criait sur les filles lorsqu'elles pleuraient. Si elles pleuraient, Louise leur ordonnait de s'arrêter immédiatement, ou les menaçait en disant qu'elle leur montrerait ce que c'est que de vraiment pleurer, a déclaré la propriétaire. À une autre occasion, alors que Lexi était contrariée, Louise l'aurait saisie d'une main, l'aurait tirée vers le haut et aurait dit d'un ton froid « Lève-toi du sol, maintenant ». Lorsque la police a examiné l'intégralité du dossier médical, les spécialistes ont mis au jour une hypothèse troublante. Les difficultés respiratoires de Lexi lors de sa première hospitalisation ne correspondaient pas à une maladie naturelle, mais étaient compatibles avec une intervention affectant les voies respiratoires. Autrement dit, il pourrait s'agir de la première fois que Lexi avait été agressée. Ce qui a davantage choqué les enquêteurs, c'est que pendant que Lexi se trouvait à l'hôpital en détresse respiratoire critique, Louise prenait des autoportraits personnels jugés inappropriés au regard des circonstances. La police a retrouvé ces images sur son téléphone, toutes prises durant la même période où les médecins tentaient activement de sauver la vie de Lexi. À mesure que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, ils ont mis au jour des éléments qui les ont laissés stupéfaits. Sur le téléphone de Louise, la police a découvert une série de messages et de conversations particulièrement troublants, tous envoyés alors que sa fille se trouvait encore à l'hôpital. Elle a contacté un photographe en lui proposant une séance photo privée pour 300 livres sterling, en précisant qu'il pourrait formuler toutes les demandes qu'il souhaiterait pour la séance. Dans le même temps, elle échangeait également plus de 80 messages avec un agent de sécurité qu'elle avait rencontré à l'hôpital, alors même que Lexi recevait des soins médicaux d'urgence. Un jour seulement avant le décès de Lexi, Louise a envoyé un message à un autre homme en écrivant « J'ai vraiment du mal avec ma fille de 3 ans. Les médecins disent qu'elle ne va pas s'en sortir. » Les dossiers hospitaliers ont confirmé par la suite qu'aucun médecin n'avait jamais tenu de tels propos. Après la sortie de Lexi de l'hôpital, l'historique des recherches Google de Louise a révélé des requêtes extrêmement préoccupantes, notamment « Si le nez et la bouche de quelqu'un sont couverts, est-ce que cela met la vie en danger ? Combien de temps peut-on réanimer quelqu'un après une noyade ? Et pourquoi ma fille de 3 ans a arrêté de respirer ? Elle a également consulté des articles intitulés « Des enfants sauvés près de 2 heures après une noyade. Mais comment ? Et 5 choses qui se produisent après l'arrêt du corps. » Quelques heures seulement avant d'appeler les services d'urgence pour Lexi. Louise avait recherché « Combien de temps faut-il pour qu'un corps refroidisse ?»
Interrogée, elle a affirmé que ses recherches n'avaient aucun lien avec le décès de sa fille. Pour la police, en revanche, elles sont devenues un élément clé d'une chaîne de preuves de plus en plus claire. Après la mort de Lexi, Louise a envoyé à plusieurs reprises des messages à des proches, affirmant qu'elle craignait de perdre Scarlett à son tour. Pourtant, les images de vidéosurveillance de l'hôtel où elle séjournait montraient Scarlett en bonne santé, active et souriante. Le 1er février 2018, Louise a envoyé une série de messages WhatsApp à un homme prénommé Patrick, écrivant « Est-ce que tu pourrais mettre 30 livres sur mon compte maintenant pour que je puisse mettre du carburant et emmener ma fille Scarlett à l'hôpital ? Je te les rendrai mercredi. Elle ne va pas bien. Si tu peux le faire tout de suite, dis-le-moi. Je ne vais pas en perdre une autre. Je ne vais pas perdre un autre bébé. Appelle l'ambulance. Ne perds pas de temps. Chérie, j'ai appelé. Ils m'ont dit de me mettre en route. Tu peux le faire ou pas, s'il te plaît. Tu seras remboursé. » La police estime que Louise Porton aurait été impliquée dans le décès de Scarlett à l'intérieur de la chambre d'hôtel, avant de transporter le corps de sa fille jusqu'à la voiture. Cela signifierait que lorsque les caméras de surveillance ont filmé Louise s'arrêtant pour faire le plein dans une station-service voisine, Scarlett était peut-être déjà décédée ou se trouvait dans un état extrêmement critique sur la banquette arrière. Lors des interrogatoires, Louise a nié l'ensemble des accusations, affirmant que Scarlett était encore en vie lorsqu'elle avait été installée dans la voiture, et déclarant que ce que la police avançait était totalement faux en janvier 2019, soit exactement un an après le décès de Lexi. Le Crown Prosecution Service a officiellement autorisé l'engagement de poursuites contre Louise Porton pour des faits liés à la mort de ses 2 enfants. Elle a comparu devant le tribunal de première instance de Leamington, ne prenant la parole que pour confirmer son identité, sa date de naissance et son adresse, et a plaidé non coupable à l'ensemble des chefs d'accusation. Dans une déclaration adressée à la police, Louise a affirmé n'avoir joué aucun rôle dans le décès de ses filles, se décrivant comme une mère célibataire confrontée à une vie difficile. « Mes enfants n'ont jamais été une contrainte pour moi, et j'ai adapté mon mode de vie et ma vie personnelle autour d'elles. Je ne sais toujours pas pourquoi mes filles sont décédées, ni ce qui en est la cause. Il est vrai que la vie de mère célibataire est financièrement difficile, mais je n'ai jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Et toute suggestion selon laquelle j'aurais exploité la maladie ou la perte de mes filles à des fins financières est totalement inexacte et fausse. » Lors des audiences préparatoires au procès, le père de Louise, Jeffrey, a été réprimandé par un juge après avoir pris discrètement une photographie de sa fille à travers la porte de la salle d'audience. En droit britannique, il est strictement interdit de photographier ou d'enregistrer à l'intérieur d'un tribunal. Jeffrey a expliqué qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une infraction et pensait qu'une photo prise à travers la vitre depuis l'extérieur serait autorisée. Il a précisé qu'il souhaitait simplement envoyer l'image à la sœur de Louise, qui ne l'avait pas vue depuis un certain temps. Après avoir pris en compte ses explications, le juge a décidé de ne pas prononcer de sanctions, mais a adressé un avertissement ferme, déclarant « J'accepte que vous n'ayez pas agi avec une intention malveillante et qu'il s'agisse d'un acte extrêmement mal avisé. Considérez cela comme un avertissement. Vous avez eu de la chance en cette occasion. » Le juge a ordonné que toutes les photographies prises par le père de Louise soient supprimées. Et l'incident a été rapidement clos. En juillet 2019, après plus d'1 an d'enquête, Louise Porton a finalement été jugée. Elle est apparue calme à l'audience, déclarant aux jurés qu'elle était totalement innocente et qu'elle ne devait pas être tenue pour responsable de la mort de ses 2 jeunes filles. Louise a déclaré devant le tribunal « Ce n'était pas l'une des choses les plus faciles à faire, mais c'était quelque chose que je pouvais gérer. Elle me donnait toujours quelque chose à faire. Je les emmenais quelque part, dans des parcs, et j'essayais de leur donner tout ce qu'elles voulaient. » Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait envoyé des messages privés, entretenu des échanges personnels et rencontré des connaissances en échange d'argent, Louise a répondu « Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore reçu mon Universal Credit. » Le procureur Oliver Saxby QC a déclaré aux jurés « Il ne fait aucun doute qu'elle pouvait avoir besoin de temps pour elle-même. Mais compte tenu de ce qui a suivi, compte tenu de 2 décès inexpliqués compatibles avec une obstruction volontaire des voies respiratoires, il est difficile d'échapper à la conclusion que,
Pour cette accusée, ces deux enfants faisaient parfois obstacle à ce qu'elle voulait faire, quand elle le voulait et avec qui elle le voulait. L'impact accablant des éléments est que Lexi et Scarlett sont mortes parce que quelqu'un est intervenu délibérément sur leur respiration. Cette personne ne pouvait être que l'accusée. Ces accusations graves ont été étayées par les témoignages du personnel médical. David, le secouriste qui avait pris en charge Lexi le 4 janvier, a indiqué au tribunal que lorsqu'il avait recroisé Louise plus tard, celle-ci tenait un verre de vin et s'exprimait d'un ton enjoué. Elle a dit « C'est le secouriste qui s'est occupé de Lexi avant qu'elle ne décède. Elle semblait presque contente de me voir », a-t-il déclaré. Un autre ambulancier, Marc, qui avait découvert Scarlett sans réaction dans son siège auto, a également témoigné, affirmant qu'il était clair que l'enfant était décédé depuis un certain temps avant que l'appel au service d'urgence ne soit passé. Le tribunal a également entendu que, bien que Louise éprouvât des difficultés à exprimer ses émotions, aucun élément ne démontrait qu'elle souffrait d'un trouble de santé mentale. En revanche, les preuves indiquaient qu'elle ignorait fréquemment ses enfants, passant du temps à envoyer des messages, à fréquenter des hommes et à transmettre des photos personnelles à des connaissances disposées à lui apporter une aide financière. Une ancienne amie a témoigné que Louise laissait régulièrement ses enfants à leur grand-père afin de pouvoir boire et participer à des soirées le week-end. Pris dans leur ensemble, ces éléments ont dressé le portrait d'une mère apparaissant émotionnellement détachée, centrée sur elle-même et prête à mettre de côté ses responsabilités parentales. Les données issues des recherches Google sont devenues l'un des éléments de preuve les plus déterminants dans l'affaire contre Louise Porton. À cela s'ajoutaient de nombreux messages qu'elle avait envoyés, notamment des affirmations selon lesquelles des médecins auraient déclaré que sa fille risquait de ne pas survivre. Alors que les dossiers hospitaliers confirmaient qu'aucun médecin n'avait jamais tenu de tels propos, elle avait également confié à plusieurs personnes qu'elle craignait de perdre Scarlett aussi, tandis que les images de vidéosurveillance de l'hôtel montraient Scarlett en bonne santé, active et souriante à cette période. Plus grave encore, le tribunal a entendu que Louise avait attendu des heures avant d'appeler les services d'urgence, supprimant ainsi toute possibilité pour ses enfants de recevoir une aide à temps. Pour les personnes présentes dans la salle d'audience, l'affaire était à la fois choquante et bouleversante, laissant beaucoup peiner à comprendre comment une mère pouvait agir de la sorte. En août 2019, à la Crown Court de Birmingham, après un procès de 5 semaines et plus de 5 heures de délibération du jury, Louise Porton a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 32 ans pour 2 chefs d'accusation de faits ayant causé la mort de ses filles. La juge Amanda Yip l'a décrite comme une mère froide et calculatrice et s'est adressée directement à elle à l'audience. Elle a déclaré, d'une manière ou d'une autre, « Vous avez privé chacune de vos filles de leur respiration, n'appelant les services d'urgence que lorsque vous saviez qu'elles étaient déjà décédées. Je suis certaine qu'à ce moment-là, vous aviez l'intention de causer des blessures graves à chacun de vos enfants. Les raisons pour lesquelles vous avez agi ainsi ne sont connues que de vous. » Ceux qui aimaient Lexi et Scarlett sont restés sous le choc, incapables de comprendre comment ou pourquoi vous avez pu commettre un acte aussi cruel. Il s'agissait d'enfants innocents, manifestement vulnérables, qui auraient dû pouvoir compter sur leur mère pour leur protection et leurs soins. Au lieu de cela, vous avez causé leur mort. Les suggestions selon lesquelles vos enfants faisaient obstacle à votre mode de vie peuvent produire des titres accrocheurs, mais elles ne reflètent pas fidèlement les éléments entendus au procès. Vos enfants ne vous empêchèrent pas de faire ce que vous vouliez. La vérité tragique est que les preuves ne fournissent aucune autre explication à la mort de Lexi et de Scarlett que le fait que vous, leur mère, en êtes directement responsable. La juge Amanda Yip a également déclaré qu'au vu des preuves et des dossiers médicaux, elle était convaincue que les hospitalisations de Lexi les 2 et 4 janvier n'étaient pas dues à des problèmes respiratoires naturels, mais résultaient d'actes délibérés commis par sa mère. Chris Draper, le père biologique de Lexi et de Scarlett, a soumis une déclaration de victime qui a été lue à voix haute au tribunal en son nom. Il y déclarait « Vous étiez leur mère, la personne censée prendre soin d'elles, les protéger et les aimer. Pour vous, elle n'était ainsi qu'un obstacle. Comment avez-vous pu faire cela? Peut-être que si les services sociaux m'avaient écouté, elle serait encore en vie aujourd'hui. Je reste assis à y penser jour et nuit.
Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes deux petites filles ne sont plus là simplement parce que Louise voulait fréquenter d'autres personnes. Je ressens de la haine. Aucune peine n'est suffisante. Le fait d'avoir passé si peu de temps avec Lexi et de n'avoir jamais rencontré Scarlett rend la douleur encore plus grande. Elles vont nous manquer à chaque étape qu'elles auraient dû vivre leur premier jour d'école. Leurs anniversaires, leur mariage, le fait d'avoir leurs propres enfants. Le seul réconfort est de savoir que Lexi et Scarlett sont ensemble. Au moment du prononcé de la peine, Louise Porton est restée immobile, la tête posée sur la main, le regard fixé sur le sol. Il n'y a eu aucune larme, aucune réaction visible. Le détective principal Pete Hill de la police du Warwickshire a déclaré après le procès « Elle a menti à de nombreuses reprises à ses amis, à sa famille et aux professionnels pour dissimuler ses actes, et n'a jamais montré la moindre émotion sincère tout au long de l'enquête. » Il a ajouté qu'elle ne s'était pas arrêtée après avoir fait du mal à un premier enfant, mais avait reproduit des actes similaires avec le second. Je tiens à remercier le jury. Il a examiné avec attention les détails bouleversants de l'affaire Porton. Il a percé à jour ses mensonges et a rendu des verdicts de culpabilité. Louise Porton purge actuellement sa peine à la prison de HMP Newhall et ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant janvier 2051. Des rapports indiquent qu'elle a fait face à une hostilité verbale durant sa détention. En septembre 2019, les funérailles de Lexi et Scarlett ont eu lieu dans le Warwickshire. Leur père, Chris Draper, a par la suite partagé un hommage en ligne, concluant son message par ces mots « Dormez paisiblement. Mes magnifiques filles, papa veille sur vous. Papa vous protégera toujours. Dormez paisiblement. Je vous aimerai toujours. » Après le procès, la mère de Louise, Sharon, s'est exprimée publiquement pour la première fois. Elle a déclaré « Quelque chose a changé dans son esprit et dans son comportement. Elle est devenue une personne différente. Ma merveilleuse petite fille a changé. Elle n'était plus la fille heureuse et aimante que j'ai élevée. Je ne la vois plus comme ma fille aujourd'hui. » Sharon a également exprimé sa colère envers le système de protection de l'enfance, affirmant « Je n'arrive pas à croire que les services sociaux n'aient pas fait davantage. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Ils auraient pu en faire plus. » Louise n'a montré aucune réaction face à la perte de Lexi. Elle s'en moquait. Il doit y avoir une enquête pour comprendre pourquoi ils n'ont pas agi. Qui a décidé que tout allait bien au domicile de Louise et que la situation pouvait être laissée telle qu'elle? Scarlett aurait dû être retirée pour assurer sa sécurité. Mais les paroles de Sharon reflétaient une souffrance persistante, non seulement liée à la perte de deux enfants, mais aussi à un système qui a manqué des occasions de les protéger. Selon elle, plusieurs signalements avaient été adressés aux services sociaux dans les semaines précédant le décès de Lexi, sans qu'aucune mesure significative ne soit prise. La tragédie ne s'est pas arrêtée là. En février 2020, soit un an seulement après le procès, il a été confirmé que Sharon Porton, âgée de 48 ans, était décédée à son domicile de Willenhall. La police des West Midlands a indiqué que son décès n'était pas considéré comme suspect. Mais la nouvelle a néanmoins profondément choqué la communauté. Comme si un nouveau chapitre de deuil s'était refermé dans le silence. Le lien entre frères et sœurs est puissant et profondément humain. Lexi et Scarlett auraient dû grandir ensemble, rire, découvrir le monde et construire des avenirs qui n'ont jamais eu la chance de commencer. À la place, la personne même qui devait les protéger leur a tout ôté. Savoir ce que ces petites filles ont enduré de la part de leur propre mère est une réalité que peu peuvent pleinement accepter. Peut-être que le seul espoir qui demeure pour ceux qui aimèrent Lexi et Scarlett est que le temps puisse apporter, aussi infime soit-elle, une forme d'apaisement à des cœurs brisés par une perte inimaginable. L'affaire Louise Porton est aujourd'hui considérée comme l'un des documentaires de true crime les plus bouleversants de l'histoire britannique, dans lequel deux jeunes filles, Lexi et Scarlett, sont devenues des victimes au sein même de la famille qui aurait dû les protéger. Il ne s'agit pas seulement d'une tragédie, mais d'un avertissement sévère concernant les défaillances du système de protection de l'enfance, où des signaux d'alerte ont été ignorés et des vies vulnérables laissées sans protection. Louise a peut-être été condamnée, mais un jugement encore plus lourd pèse sur le manque de responsabilité d'une société et d'institutions qui ont perçu le danger sans agir.
Cette affaire nous rappelle que la justice pour les enfants ne se limite pas à un verdict rendu par un tribunal, mais repose aussi sur le devoir de chaque adulte de s'exprimer lorsqu'il constate des signes de négligence ou de maltraitance. Que la mémoire de Lexi et de Scarlett soit une raison d'agir et de changer, afin que les futures affaires de protection de l'enfance ne soient plus racontées à travers les larmes. Car si les communautés restent silencieuses, de tels échecs se reproduiront, et d'autres enfants perdront leur chance de vivre, d'être aimés et d'être entendus. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public à la justice et à la protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif de sensationnaliser ou d'exploiter la tragédie. Merci d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications afin de soutenir nos prochains épisodes de documentaires True Crime, où chaque histoire est une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité. Aimer et réellement écouter.